La politique étrangère, elle vise 4 objectifs dans tous les pays, que ce soit conscient ou inconscient, 4 objectifs principaux. Le principal, c'est la maximisation des intérêts sécuritaires, la défense du territoire par rapport aux menaces extérieures. Le deuxième, c'est le développement économique et la prospérité dans nos relations avec les autres États. Le troisième, c'est la défense des valeurs culturelles, idéologiques, religieuses ou bien ethniques. Quand il y a un groupe ethnique dans un pays étranger qui sont les mêmes que notre pays, nous les défendons, notre religion, notre culture. Et le quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est le prestige international. Et d'habitude, on se focalise plus sur le prestige international. On croit que, par exemple, beaucoup dans les programmes, le point important, c'est d'augmenter le nombre de Sénégalais dans les organisations internationales. Et donc, la politique étrangère sénégalaise, la pierre angulaire, c'est l'intégration sous-régionale et africaine. Ça se traduit par participation à la CEDEAO, l'UMOA, la CEDEAO, l'Union africaine. Et donc, il y a une continuité historique de Senghor à Macky Sall, même si on a constaté, elle s'inscrit dans ce cadre-là avec des partenariats maintenant au plan bilatéral, avec certains partenaires privilégiés. Et enfin, la stratégie, c'est aussi le multilatéralisme, la défense de la paix, etc. Lorsqu'on parle de sécurité, il ne faut pas oublier la sécurité environnementale, il ne faut pas oublier également la sécurité liée à l'accès à la justice et aux soins. L'étude des programmes nous a montré in fine que, sans trop me tromper, je serais tentée de dire que l'analyse montre que les Sénégalais sont plus affectés par la crise institutionnelle, la réforme de la justice, parce que ça revient très souvent, la restauration de l'état de droit, la démocratie. Et je serais tentée de dire que même si on a beaucoup évoqué les exactions lors des manifestations donc, de cette année dernière, peut-être que le professionnalisme de nos forces de sécurité, mais également de nos forces de défense qui est loué partout, est bien réel. Les programmes n'ont pas su mettre en exergue la dynamique relationnelle entre les problèmes sociaux de base. Parce que lorsque je parle de problèmes sociaux de base, c'est l'éducation, ils l'ont beaucoup abordé, la santé, l'accès au logement, ils ont beaucoup posé le problème du logement, l'accès à l'agriculture, l'accès à une nourriture saine. Mais la sécurité, tant physique que psychique, et les autres questions de paix, de sécurité, de stabilité, de cohésion sociale n'ont pas été abordées. Au Sénégal, nous avons vécu ces derniers mois des attaques. On a vécu des attaques sur certains sites gouvernementaux stratégiques. Et je crois que l'ensemble des candidats, mais aussi ceux qui sont en charge du processus électoral, devraient avoir un regard attentif sur la protection du processus électoral via ces mécanismes de déstabilisation, ces désordres de l'information. Première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai retenu quand même parmi les propositions des candidats, des propositions qui me semblent intéressantes. À 2 reprises, même si en lisant les programmes, vous verrez pourquoi peut-être que ce sont ces personnes-là qui avaient un rapport passé dans leur carrière avec la question militaire. On parle beaucoup, et je pense que c'est quelque chose d'important, de la sécurisation des zones qui seront en première ligne dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Il y a un candidat, par exemple, qui propose de consacrer 17 milliards de francs CFA, 26 milliards de francs CFA, à l'institution d'un cordon sécuritaire autour des zones sensibles et la protection de ces zones. Il y a aussi un candidat qui parle de la surveillance des frontières via les moyens satellitaires et de l'intelligence artificielle. Et il y a des choses sur lesquelles, d'ailleurs, je pense que le regard du général nous éclairera beaucoup. On parle de mobiliser des corps de volontaires et surtout d'ouvrir, je lis, créer un outil de renseignement intégrant des compétences civiles. Alors, ce sont des choses qui m'ont frappé, n'étant pas spécialiste de la question militaire. Je crois que le général pourra éclairer notre lanterne sur ce point-là. En regardant les programmes, je me suis dit encore que nos candidats, à l'instar de beaucoup de Sénégalais,
sont encore victimes de trois choses peut-être. Peut-être victimes du déni qu'il y a sur les questions de menaces sécuritaires dans ce pays, et aussi la question du nihilisme pour certains, mais aussi une culture de dire que le Sénégal est un pays de paix, sans regarder véritablement toutes les menaces quand même auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui. Et je crois que c'est cela qui a poussé certains à parler beaucoup plus de sécurisation des frontières. Une approche très classique, on sécurise les frontières comme si la menace terroriste était seulement quelque chose qui venait de l'étranger ou qui devait venir des pays voisins, et que le Sénégal, il y a cette illusion de sécurité à l'intérieur de nos frontières. Certes, c'est des frontières sûres. Mais ce qu'on n'a pas relevé, je crois que quand on observe ce qui vient de se passer ces 3 dernières années au Sénégal, on se rend compte quand même que finalement, les menaces internes ont fait plus de morts que pas mal de menaces externes dont on pouvait parler, c'est-à-dire des violences électorales. On s'est rendu compte que notre vulnérabilité, ce n'était pas seulement sur les frontières, mais à l'intérieur de notre pays, avec une forme de radicalisation à vocation politique qu'on a pu noter quand même. On parle beaucoup de radicalisation religieuse, mais une radicalisation par les partis politiques, une forme de culture politique que nous ne connaissions pas, certainement due à la manière de gérer l'espace public, mais aussi, je crois on se rend compte aussi que finalement, sécurisation des frontières avec une approche très classique. Et je me dis, dans ce contexte-là, on voit des candidats, on dit comme des principaux candidats, qui sont dans une forme de nihilisme. Moi, j'ai entendu un homme politique très influent aujourd'hui dire qu'il n'y a aucune menace sécuritaire qui pèse sur le Sénégal. Et ça s'est reflété sur le programme d'un candidat proche de lui, où ces questions sont complètement éludées. Soit ils sont en train de verser dans la culture du complotisme, etc., le terrorisme n'existe pas, etc. Et soit aussi, ils sont dans une forme de discours qui surfent seulement sur les questions assez populistes qui puissent mobiliser. Quand nous analysons effectivement sur la réflexion du Dr Bakary Sambou, que peut-être la situation intérieure nous a causé beaucoup plus de tort que la situation extérieure, effectivement, c'est des contingents qui sont arrivés et qui devront, à l'analyse, être observés sous l'angle d'un contexte qui s'est développé et effectivement qui nous a amenés à des niveaux où qu'on ne soupçonnait pas. Ce radicalisme politique avec cette situation de répression systématique et de positionnement par rapport à un adversaire politique, tout cela a contribué effectivement à amener le Sénégal dans une situation tout à fait difficile. Quand j'ai parlé en fait des frontières, mon analyse est partie du fait qu'effectivement, il est important de voir qui entre, qui sort. Celui qui entre, qu'est-ce qu'il fait quand il est à l'intérieur? C'est de ce point de vue, peut-être que la sécurité intérieure devrait être beaucoup mieux élaborée et qu'on ait effectivement des mesures qui nous permettent de pisser et suivre ceux qui sont là et suivre leurs activités. Nous avons eu à un moment donné des mendiants qui sont venus de la sous-région et qui en ont fait en fait un travail et qui sont là. Mais ce qu'on ne dit pas de l'autre côté, c'est que tous ces expatriés sont aussi des observateurs de leur pays ou bien d'intérêts particuliers qui peuvent nuire à la sécurité du Sénégal. Et d'où la nécessité en fait, de contrôler ce flux humain et de voir dans leurs activités de plus près qu'est-ce qu'ils font. Parce que même si vous prenez le Sénégalais en général, sur 100 motos, peut-être 10 ou 12 ont été enregistrés légalement au service des mines. Tout le reste circule sans plaque d'immatriculation. Donc même en cas d'infraction, il est très difficile à la police de pouvoir suivre ces gens-là et de les pisser. Donc voilà, je pense que quelque part, vous avez parfaitement raison en disant que c'est un flux humain qui découle d'accords internationaux qui nous lient, mais à ce niveau, la gestion de ces accords internationaux par le suivi de ces flux de personnes qui viennent à l'intérieur du pays, mais n'occulte en rien la responsabilité de l'État de pouvoir dire, voilà, vous entrez, voilà les normes, voilà, si vous voulez exercer, voilà dans quelques jours, vous pouvez le faire. Je pense que c'est très clair à ce niveau. Il y a 3-4 candidats qui se sont opposés pour moi dans les politiques, à mon point de vue, du point de vue purement rationnel et technique, avec les 4 objectifs précis qui vont dans ce sens. D'habitude, c'est les personnalités qui ont eu des expériences gouvernementales.
Et la meilleure proposition, à mon avis, du point de vue de la forme, des contenus, la logique, c'est le contenu de Khalifa Sall du Parti socialiste. Ça se comprend, c'est là où il y a la technocratie. Il est dans la logique, il définit bien les termes, diplomatie, politique extérieure et articulée aussi à la coopération sécuritaire internationale, qui va le continuer ensemble avec des mesures plus ou moins intéressantes. Pour moi, la plus intéressante, parce qu'il répond à une question que tout le monde critique, partagée par tous, dans la faiblesse de la politique étrangère sénégalaise, la politisation du service diplomatique et la nomination de personnes qui n'ont pas les compétences, alors que le service diplomatique, comme l'armée, c'est des services phares du pays. L'avenir du Sénégal dépend de sa diplomatie, de sa sécurité. C'est la première fois, c'est une première au Sénégal, une élection avec un président sortant qui n'est pas candidat à sa succession. Et surtout, en fait, que le pays sort, comme je l'ai dit tantôt, d'un traumatisme parce qu'au niveau de la sécurité, on a eu beaucoup de problèmes d'insécurité intérieure. Donc, nous ne manquons pas de levier parce que vous savez, comme on le dit tantôt, ce pays est composé de plus de 55% de femmes. Et nous avons la chance d'avoir les mécanismes culturels, mais également des leaders communautaires, dont les femmes. On oublie souvent les Badiane Gox. Je pense que les Badiane Gox sont un exemple à utiliser parce que les Badiane Gox étaient souvent, on oublie en fait qu'elles étaient utilisées dans le cadre de la santé maternelle et infantile. Et aujourd'hui, elles sont utilisées dans la plupart des problèmes de développement, dont même la résolution des conflits, la prévention et la lutte même contre les violences. Et en général, on les utilise contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais on peut les utiliser, mais elles doivent être formées. Elles doivent être formées, je le dis souvent, les gens le prennent mal, parce que je dis, on a souvent, c'est une chance, on a le masla, le sutura et le kersa, mais si c'est mal utilisé, ça peut porter préjudice, donc avoir un effet contraire. Je pense qu'on doit penser le Sénégal de 2024 à partir d'un environnement international, considérer que nous ne sommes plus un fragment isolé qui fonctionne avec une seule économie, l'économie arachidière, c'est-à-dire qu'on est devenu un pays ouvert. Notre diplomatie, et je suis d'accord avec Babacar Ndiaye, doit s'adapter à ces nouveaux enjeux, doit être à la hauteur de ces nouveaux enjeux. Notre armée est à la hauteur, ça je n'ai aucun doute sur cela. Notre armée est à la hauteur parce que, encore une fois, nos officiers sont les plus demandés au monde. Nous avons eu un ancien chef d'état-major des armées, Babacar Gaye, qui était le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les questions militaires. De ce point de vue, je n'ai aucun doute. J'ai mené des recherches sur la complicité, ou j'allais dire même l'intimité entre les forces de sécurité et les médias. Vous savez que les plus grands succès de communication dans les sciences de la communication ont été faits par des militaires. Je ne sais pas si vous le savez. Internet, qui aujourd'hui est l'élément médiatique le plus démocratique le plus connu, a été créé par des militaires américains. Et Internet a été créé pourquoi? Parce qu'à un moment, les Américains avaient peur de recevoir une bombe nucléaire soviétique et on a demandé aux militaires américains en 1962 d'imaginer un mécanisme qui permettrait au Pentagone, à la Maison-Blanche et aux différents secteurs d'activité des États-Unis de pouvoir communiquer même dans l'hypothèse d'une attaque nucléaire. Donc, n'oublions jamais que la communication et les forces armées sont les deux sœurs jumelles de nos sociétés. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. La prise en compte des menaces sécuritaires est un souci permanent des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi les réponses proposées ne devraient pas faire l'objet de beaucoup de changements, car c'est à ce niveau que sont prises en compte toutes les menaces qui pèsent sur la République, les auteurs, les acteurs et leur soutien. Tout au plus, en fait, on pourrait parler d'initiatives pour modifier, renforcer ou bien accélérer des rythmes. Pour finir, je voudrais, en conclusion, en regardant justement les programmes des partis politiques, en voyant la faiblesse aussi des propositions en général, hein, il y a, ça reflète aussi quoi, la méconnaissance de ce continuum entre l'extérieur et l'intérieur et qui donne peu de chance aussi aux citoyens de se prononcer en connaissance de cause, qui est la dernière signification de la démocratie, des citoyens libres, informés
qui prend une décision en connaissance de cause dans des choses qui vont l'engager pour 5 ans et il ne pourra pas revenir après. Et permettra de continuer le débat pour un Sénégal de paix dans la démocratie qui est l'élément, notre bien commun. Il est aussi important que le pétrole et le gaz. La sécurité et la paix, c'est la première richesse d'un pays, plus que le gaz et le pétrole. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. La paix et la stabilité qui permet aux citoyens de choisir les meilleurs électeurs qui ont le meilleur programme pour le devenir du Sénégal que nous aimons tous. Nous sommes tous des patriotes. Je vous remercie. Voilà. Merci infiniment, Babacar. Merci à tout le monde. Merci à tout le panel qui a participé à cette émission. On se retrouve peut-être bientôt dans un Sénégal de paix et de sécurité. Merci. Bonne journée à tous.